Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. 17 mois déjà que Patrice Talon, conformément aux exigences de la loi fondamentale, sacrifiait au principe de la prestation de serment. Une prestation de serment sous forme des grands rêves que le nouveau locataire de la Marina nourrit pour le Bénin de demain. Un Bénin nouveau où la compétence est célébrée, la justice égale pour tous, l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt particulier. Si certains Béninois y voyaient que pure fiction, il en est. Et Dieu sait, très nombreux qui y ont cru, flairant une nouvelle ère pleine de positivité. Mais dans les faits, quelle est la réalité sur le terrain? Au bout d'un an et plus de gouvernance, le chef d'État béninois a-t-il pu joindre latte à la parole? Peut-on se mirer fièrement en se servant du serment au regard des initiatives prises au quotidien sous le régime dit du nouveau départ? Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le numéro du jour se veut juste au regard des différents chantiers lancés par l'équipe dirigeante, un essai d'autopsie à mi-parcours des temps forts ayant marqué la prestation de serment du 6 avril 2016. Les réflexions, ce sera autour du thème serment présidentiel, simple laïus ou véritable engagement républicain. Deux invités sur ce plateau pour lever un point de voile sur ce qui doit l'être. Denis Amonsouye, professeur d'université, il est socio-anthropologue déjà installé pour le débat. Denis Amonsouye, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. En face de vous, pour le débat, Constantin Amonsou, analyste politique, syndicalement un homme de lettres. Constantin Amonsou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Avec votre permission, chers invités, nous allons faire très rapidement un détour à la régie, puis on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Le 6 avril, devant un public tout conquis, rassuré d'avoir mené le bon combat, Patrice Talon, à travers une cérémonie de prestation de serment empreinte de solennité, a pratiquement décliné sa vision pour le Bénin des 5 prochaines années. Un an, 5 mois après, la mémoire collective s'interroge. Faut-il continuer à se remémorer cette prestation de serment ou carrément mettre un trait dessus? La question, je vous la pose, Denis Amonsouye. Merci beaucoup. Ce ne sont pas les individus qui jugent le régime. On peut, en tant qu'individu, avoir une appréciation, n'est-ce pas, subjective, on peut être mécontent ou mécontent, mais c'est essentiellement ces intermédiations, disons, sociopolitiques, qui sont les partis politiques qui apprécient un régime, qui le donnent une note. En France, on donne des notes de confiance envers le président. Des sondages d'opinion. On n'a pas cet instrument-là, donc bon, comment juger Patrice Talon? Je ne sais pas, c'est subjectif. Bon, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? C'est trop tôt pour le dire, ça fait pas 2 ans. Un nouveau président, souvent un nouveau régime, a souvent 2 ans d'état de grâce. Pour ma part, j'observe, je vois la tendance, un peu d'autorité, c'est sûr, ça. Poigne, c'est normal poigne, ça se voit. Et pour le bon, pour le meilleur, et aussi pour le pire quelquefois. Bon, on voit, mais je dis qu'il manque de partis politiques pour apprécier, que ce soit dans le sens positif ou négatif. Sans ça, bon, on sera des mécontents. Et quand vous analysez pourquoi ils sont mécontents, c'est souvent pour des intérêts personnels. Constantin Amonsou, la prestation de serment reste-t-elle un événement de circonstance ou s'impose comme un instrument de travail plutôt républicain? Merci. Un serment, on peut s'interroger sur toute sa valeur. Est-ce un moment philosophique? Est-ce un moment politique? Est-ce un moment religieux, un moment spirituel? Est-ce un instrument de droit? Et globalement, lorsque l'on s'intéresse à toutes ces dimensions que l'on peut prêter à un serment, au serment prêté par quelques citoyens, en particulier par un chef d'État entrant en fonction, on peut voir qu'à la fois, ce que l'on interpelle, c'est son respect de la parole que l'on considère comme sacrée quand il est président de la République, quand il porte une autorité. Mais c'est aussi sa capacité morale que l'on interroge. Mais c'est aussi, par ailleurs, la sanction de droit, parce que le serment, tel que prévu dans une constitution, et en particulier la nôtre, est sanctionné par des peines dans la mesure où il n'aura pas été respecté. Et donc,
nous sommes dans un champ qui interpelle à la fois la sociologie, la politique, le droit, la morale, la religion. Et sur l'ensemble de ces questions, peut-on en tant que citoyen se satisfaire du serment qui a été prêté par le chef de l'État et de l'acte posé au cours de 18 mois déjà de gestion de notre pays, non, de 16 mois déjà de gestion de notre pays? À mon sens, on doit l'évaluer en tant que citoyen. Parce que dans une république, dans un état de droit, le sujet de droit que sont chacun des citoyens ont l'obligation, les citoyens, de regarder la façon dont est géré le mandat, dont ils sont les responsables, dont ils sont les détenteurs et dont ils ne font que délégation au chef de l'État pendant un mandat déterminé. Et si tout au plus nous ne pouvions pas vouloir de lui qu'il fasse ce que nous voulons, nous personnellement, nous sommes en état d'espérer de lui qu'il fasse ce qu'il a promis de faire. C'est son serment. Or, au terme du serment, dans le cadre de la Constitution en notre pays, le chef de l'État prend l'engagement de respecter de façon solennelle notre Constitution, de protéger les libertés individuelles, les biens. Il prend le serment de renforcer la démocratie. Et pour compléter le serment tel qu'il est prêté par le discours, parce qu'il est aussi un prolongement du serment, le chef de l'État, Patrice Talon, a pris l'engagement de faire de ce qu'il a appelé son mandat unique une exigence morale. Avons-nous le sentiment que le Bénin est géré de façon morale, alors que son garde des Sceaux, le ministre de la Justice, prétend que désormais, parce que la révision de la Constitution a échoué, le Bénin sera dirigé avec ruse et avec rage. Vous appréciez déjà là le contenu. Oui, je pose des questions, oui, voilà. Je pose des questions, je m'interroge. Ensuite, avons-nous le sentiment que le chef de l'État respecte son serment lorsque il a promis de faire cesser le règne de l'argent en politique et que, de façon manifeste, de l'argent a été distribué aux députés parce que l'une d'elles, elle en a témoigné. Et même ceux qui ont contesté ont fini par l'admettre en disant qu'ils ont reçu de l'argent, même s'ils ont prétesté que l'argent qui a été reçu a été orienté vers ayant marqué cette prestation de serment. Avec votre permission, puisque c'est au menu, nous allons apprécier graduellement le contenu. Et là, je vais me retourner vers le professeur Amoussou Yeye. Le chef de l'État a mentionné clairement une adhésion forte pour faire les choses autrement, sur plusieurs paliers. Dans son intervention, on peut lire très rapidement les premières lignes d'une intervention qui aurait duré 10 minutes. Le chef de l'État, je cite, signifiait l'urgence. L'urgence, pour lui, est aux réformes politiques, à la restauration de la crédibilité du Bénin. Les réformes politiques, on en sait, là on en est aujourd'hui. Alors, restaurer la crédibilité du Bénin. Pour le professeur, au regard des acquis de ces plusieurs années de marche pour un Bénin plus crédible, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Bon, moi je vais au-delà de ce que disent les gens, les professeurs de foi. C'est de bonne guerre quand on veut, un nouveau président veut entrer en fonction, qu'il fasse un discours, qu'il promet moi et merveille. C'est de bonne guerre ça. Mais il a dit, M. Constantin Amoussou, que le citoyen est une unité de droit. Bon, c'est l'approche libérale. On voit que le citoyen, entre le régime, on voit après le citoyen qui juge. Mais je n'ai pas cette formation, moi. J'ai une formation de sociologue, et même de gauche. Sociologue de gauche qui est un peu marxiste. Et donc, je ne vois pas les hommes. Je ne vois pas Patrice Talon. Je vois son régime. Et son régime, c'est l'ensemble des gens. Et ce qu'il gouverne aussi, c'est un ensemble de gens qui sont représentés par des partis politiques. J'insiste beaucoup. L'intermédiation, disons, politique, sociopolitique, nécessaire, c'est les partis politiques. S'il n'y en a pas, comme en France, il y a dans les pays de démocratie avancée, les partis politiques, bon, s'appauvrissent, mais laissent place à d'autres éléments d'appréciation, comme les sondages d'opinion, le pourcentage de personnes qui a confiance au président. Voilà des éléments d'appréciation. On n'a pas ces éléments. Alors on fait comment? Bon, c'est ça que je dis. Et quand vous voyez quelqu'un au marché dit, je ne vends pas, le président est mauvais, bon, il dit, c'est son point de vue. Est-ce que c'est vrai ou faux? Mais je dis qu'il y a quand même eu une espèce de tendance qui se dessine lentement. C'est qu'après un certain temps, il se fait l'unanimité sur un régime.
Après, certainement, 2 ans commencent par ronchonner. Mais vous avez vu, avec le président Boligaï, ça n'a pas empêché d'être réélu. Ça veut dire que, vous voyez, attends, alors qu'est-ce qu'il avait? Des sondages d'opinion, on aurait su qu'il était impopulaire. Eh bien, il n'était pas. Et donc, moi, je me méfie beaucoup, parce que je suis, comme mon ami Constantin Moussou, un analyste politique d'abord, un intellectuel, j'enseigne la sociologie politique, et je suis aussi engagé Alors, la politique. casquette combinée d'analyste politique ou sociologue, Oui. lorsqu'il apprécie une annonce comme celle-là, restaurer la crédibilité d'un État, un État qui serait en pleine décrépitude, pour rappeler certaines expressions. C'est pas vrai. Mais quand ça a été dit hier, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Alors, Pour ne pas dire, Constantin, aucun régime ne vient à zéro. Il n'y a pas de terrain. Donc, restaurer une certaine crédibilité du Bénin, c'était rien que Bon, vivant. ça veut dire de bonne guerre. Un État vient toujours en disant, je vous promets, moi, merveille. Alors, avant d'évoluer sur l'autre aspect qui paraissait intéressant, évoqué par le chef en personne, Constantin Moussou, la question de la crédibilité du Bénin. Il y a quand même des citoyens qui en parlaient. Le chef de l'État, lui, en venant, c'est offusqué de ce qu'est l'image du Bénin et dont il faut redorer désormais le blason. Vous avez perçu ça aussi comme juste des mots en l'air? J'ai beaucoup d'admiration pour la perception, disons à la limite réaliste, je vois, de professeur Denis Amoussou Yeye sur la profession de foi que ferait un homme public entrant en fonction et l'arrêté du terrain. Et il est vrai qu'en politique, comme dans le champ social, entre ce qui est rêvé, l'idéal, et entre ce qui est possible, le terrain, il y a sans doute une marge de manœuvre. Mais il y a aussi que les citoyens sont en état d'espérer, à moins que de penser que la démocratie n'existe pas, que l'opinion n'existe pas, que le vote n'existe pas, et qu'en conséquence, il ne sert à rien alors de chercher à procéder aux élections, si tant est que l'on n'est pas à regarder, à examiner, à scruter le comportement d'un chef d'État et de son gouvernement et le soumettre au regard du projet et par ailleurs du serment qu'il a prêté lui-même. Et donc moi, en revanche, et à l'opposé de l'attitude peut-être réaliste du professeur Denis Amoussou Yeye, j'exige de regarder le gouvernement, le régime de Patrice Talon et de l'observer sur chacun des points de sa propre proposition de gouvernance de notre pays, sur la crédibilité de notre pays. Je fais partie de ceux qui, oui, croyaient que le Bénin avait pu tomber un peu bas au moment où Patrice et au moment où l'ancien président, le défunt régime, s'en allait. D'autant surtout que, apparemment, dans la volonté que nous avions soupçonnée du chef de l'État, Boni Yayi, de se maintenir au pouvoir ou alors d'imposer un dauphin, il a usé un peu d'une volonté de confisquer le pouvoir qui s'est exprimée par des tentatives, disons, d'atteinte aux libertés publiques. On a maté des syndicalistes qui étaient en protestation. On a estimé, voyant le sang couler sur eux, que c'était du sang de mouton. Et nous avions dit non à tout cela. Et donc, il était normal que ces faits qui ont entaché l'image du Bénin, qui passait pour être le phare de la démocratie en Afrique, que l'on soit en état d'espérer du chef de l'État, Patrice Talon, mais plus encore des hommes tels que le professeur Djok Benou, qui l'accompagnait et qui est issu de la société civile, que alors cette fois-ci, nous tenions une république à l'intérieur de laquelle les libertés publiques seront respectées. Or, nous n'avions pas tardé à voir une ligne rouge tracée devant les syndicalistes, les étudiants qui devaient marcher. Nous n'avions pas tardé à voir interdit toutes les organisations estudiantines. Nous n'avons pas tardé à voir mater dans le sang les étudiants. Nous n'avons pas tardé à voir s'exprimer une sorte d'oppression, d'inquisition, parfois fiscale contre des hommes d'affaires qui ne portent plus le même langage avec le chef de l'État. Et tout cela se voit et s'entend à l'international. Et quand cela se voit, l'on est en droit de se demander si ainsi l'image du Bénin est redorée. Pour finir donc, moi j'ai le sentiment que si l'image du Bénin avait pris un surcours jusqu'en 2016, aujourd'hui, alors même que nous nous attendions à la voir s'améliorer, elle s'est dégradée de plus en plus et nous avons le sentiment d'être en face du pire déjà. En face du pire déjà. En tout cas, le chemin est encore long. Patrice Talon, parlant de la restauration de la crédibilité du pays, a exprimé son ardent désir d'œuvrer pour une certaine reconstitution du tissu social en redonnant
confiance aux citoyens dans leur ensemble. Denis Amoussou, un secteur sur lequel vous travaillez, le tissu social. Oui, c'est ce que je disais. Quelles sont les attentes du peuple? Et quelles sont les satisfactions que le peuple a obtenues? Si je vois par exemple les salaires des ministres, des préfets, que je dis ça a été multiplié par 4, moi je dis ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas ça. Déjà qu'avec avec Bori Yahi, le salaire des ministres a été augmenté par 4. Regardez comment les salaires ont progressé depuis la Révolution, où les ministres et les hauts cadres n'ont pas de salaire pratiquement. Avec Soglo, bon, on a ajusté un peu. Et puis, avec Bori Yahi, multiplié par 4. Moi, je m'offusque. Et avec Talon, je croyais que ça allait changer. Ça a été augmenté encore par 4. Ce régime, je vous ai dit que je suis un homme de gauche. Tout à fait. Un homme progressiste. Rien que ça, je suis à foi. Parce que ça veut dire que c'est une classe donnée qui arrange ses avantages. C'est d'abord ça. Maintenant, est-ce que le pays en tire satisfaction? C'est sûr. Bon, mais là, c'est très subjectif. Est-ce que sous Bori Yahi, le pays était par terre? C'est pas vrai du tout. Un président n'est pas être élu pour... Parce que souvent, moi, j'ai dit, quand j'étais conseiller de l'histoire Soglo, lorsqu'il dit que le pays était dans une guerre, c'était comme une guerre, je dis non, monsieur le président. C'est pas comme une guerre, hein. Les gens qui étaient là avaient travaillé aussi. Travailler, bon, ils n'ont pas réussi. Vous êtes venus, vous avez fait pour vous aussi. Donc personne n'est... Il n'y a pas de tabula rasa en politique. Il faut être très, très modeste. Bon, j'ai des critères qui me sont propres. Dans un pays sous-développé, qui est un petit pays, moins avancé, aucun rocade ne peut gagner 5 millions de francs par mois. Alors que le SMIC est à 50 000. Rien que ça. 40 000. Vous voyez encore 100 fois. Rien que ça. C'est un critère pour moi, homme de gauche, qui c'est rédhibitoire. Mais je dis, bon, c'est une analyse de classe. C'est libéral, c'est une tendance libérale. Moi, je suis social-démocrate, même socialiste. Je ne suis pas content, mais ce n'est pas moi qui suis au pouvoir. Ce ne sont pas les sociodémocrates qui sont au pouvoir, bien qu'il y ait des partis sociodémocrates. Donc, vous voyez comment je... situation atténuante, n'est-ce Donc, pas? c'est les partis politiques qu'il faut, les partis politiques sociodémocrates, qui doivent combattre, lutter pour arriver au pouvoir. S'il y a un libéral au pouvoir, vous ne verrez que ça. Voyez-vous? Vous ne verrez que ce que vous voyez. Bon, est-ce que c'est l'État, la nation, gagne sur le plan de la responsabilité? Bon, ça, le nature a toujours gagné. Aucun président ici. Bon, peut-être sous la Révolution à la fin. Bon, c'est l'option qu'on a prise. Mais après, le Bénin est resté toujours le modèle de la démocratie en Afrique, que ce soit sous Général Mathieu Crécourt, comme de paix, de consensus. Il y a Ibodi aussi, quand même. Hein. On dit, non, c'est pas vrai. Alors, quand vous êtes à faire une analyse objective, c'est pas vrai du tout, à travailler sérieusement. Et c'est le tracé de corde de celui qui est venu, il a une autre gouvernance. Il est plus... On voit tout de suite. C'est un homme, visiblement, à poil. Ça, moi, je dis. Bon, est-ce qu'il faut apprécier ça? Bon, moi, je ne suis pas, comment dirais-je, amoureux de la dictature en tant que telle. Parce que la dictature, vous voyez, qui ça profite? Mais ça satisfait beaucoup de gens. C'est un homme à poil. Il y a beaucoup de laisser-aller. C'est ça qui nous menace en Afrique. C'est les États néo-patrimoniaux qui sombrent dans la corruption. Bon, il faut un État beaucoup mieux gouverné. Il faut la poigne, il faut la bonne gouvernance. Il faut ce qu'on appelle en langage technique un État bonapartiste. Alors, sur la question de la reconstitution du tissu social, Constantin, Amoussou Yeye disait tout à l'heure, lorsqu'on a un libéral au pouvoir, il faut s'attendre aussi à ce que ce soit une lutte de classe. Par rapport quand même à cet engagement à aider à la reconstitution du tissu social, n'y a-t-il pas des efforts qui ont commencé quand même par voir le jour? La reconstitution du tissu social. Je peine parce que je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous dites qu'il y a des efforts qui se laisseraient avoir. Ce que moi j'ai pu voir, c'est que, alors même que le chef de l'État arrive dans un pays qu'il dit être lui-même en situation de décrépitude, je ne sais plus quel mot il a utilisé. Pays sinistré ou? Un État sinistré. Il prend sur lui l'engagement, non pas de prendre à bras le corps la situation sociale des citoyens du Bénin, de toutes les catégories, de tous les âges,
de toutes les conditions. Les travailleurs, mais ils commencent par décider de démolir une bonne partie de l'économie nationale à travers les hommes et les femmes qui se nourrissent de l'économie informelle. Je suis d'avis que nous ne pouvions pas avancer en construisant un État informel. Il se trouve que comme le professeur Denis Amoussou-Yeye, je suis aussi de gauche, mais au-delà de tout cela, un chef de l'État n'est pas le chef d'une partie de l'État. Il n'est donc pas le chef seulement des riches, parce qu'on a bien pu remarquer que quand on a décidé de casser les gens aux abords des rues, on a décidé de casser seulement les gens aux abords, c'est-à-dire les pauvres aux abords des rues, et on est allé dans la raie vive, on a laissé tout le monde aux abords des rues, alors que ces personnes étaient aussi installées sur les espaces publics. Et donc, ce n'est pas la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre les pauvres. Et lorsqu'un chef de l'État vient au pouvoir, il fait de son cheval de bataille la lutte contre les pauvres. Lorsque, sans mesure d'accompagnement, il sort une machine de guerre et broie tout sur son passage, lorsqu'il détruit ceux qui vivent de l'économie de peu au bord des voies, parce que grâce à un défunt pouvoir, ils avaient réussi à avoir 30 000 francs par mois, 30 000 francs de microcrédit, 50 000 francs de microcrédit, pour tenter une petite activité, peut-être vendre du pain, peut-être vendre de petites fournitures au bord de la voie, peut-être vendre de la tomate ou du piment dans l'angle de sa rue. Et quand on allait les casser, tout ce beau monde, non seulement on les a privés de pain, mais on les a privés de la possibilité de sortir leurs enfants, disons, du cycle infernal de la pauvreté. Parce que seulement, c'est en les envoyant à l'école et en leur offrant la possibilité eux-mêmes de se former, de se construire, qu'on leur donne la possibilité. La maman d'un des illustres ministres de ce gouvernement vendait des canaris dans le marché de Bégamé. Je n'imagine pas qu'à l'époque, elle avait un registre de commerce. Et si alors on avait décidé de casser son commerce, sous le prétexte qu'elle n'était pas dans le registre formel, on lui aurait créé l'impossibilité d'envoyer son enfant à l'école. Et donc, l'impossibilité, en conséquence, que celui-ci ne puisse connaître les vertus de l'école, se construire, s'élever et devenir ministre de la République. C'est pourquoi j'ai une grande admiration pour le crime pour ce que j'appelle le crime d'un personnage de la mythologie grecque, celui qui eut sur lui la responsabilité le premier de commettre un vol, que j'appelle un vol vertueux. Un vol vertueux. Il est allé voler la lumière, le feu aux dieux, pour l'offrir aux hommes. Le crime de Prométhée. Et vous regarderez, en analysant la force symbolique du vol de Prométhée, que le feu, c'est le symbole de la science, de la civilisation, du savoir. Et on dit que lorsque les deux s'en étaient aperçus, ils ont arrêté Prométhée, qu'ils sont allés déposer au sommet d'une montagne et ils faisaient bouffer son poumon par les oiseaux. Mais chaque fois que les poumons étaient bouffés, cela se reconstituait. Parce qu'il a commis un vol vertueux. Et par l'effet de Prométhée, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes dans le monde aujourd'hui vont à la conquête du savoir. L'une des premières choses que le régime de Patrice Talon a fait, et vous avez dit qu'il reconstitue le tissu social, c'était d'avoir exclu du système de formation à l'université 21 étudiants qui se battaient. Mais pourquoi? Mais qui se battaient pour avoir droit à la session de remplacement à l'université. Dans tous les pays, y compris dans les pays qui ont institué le système LMD, il y a eu toujours des processus de rattrapage. On a refusé le système de rattrapage. Et parce que les gens luttaient pour ça. Au Canada, les gens luttaient pour ça. Je me rappelle qu'il fut une année où les étudiants du Canada se sont tellement bagarrés que, alors même que l'année académique qui devait s'étendre sur 9 mois, elle n'a pu se résumer qu'à 3 mois. Et cependant, ils ont trouvé les mécanismes de validation de l'année. Et que la même année, la grève, les manifestations ont été si fortes, si violentes, que le gouvernement a dû démissionner. Que le chef, qui avait 22 ans alors, le chef de file des combattants étudiants, a été élu député contre un ministre de la République dans sa circonscription électorale. C'est des bagarreurs, c'est les lutteurs partout dans le pays, partout dans le monde qui font avancer les démocraties. Et donc, un système qui s'installe et qui détruit, qui renvoie 21 enfants d'étudiants de l'université, qui blanchit une année académique, qui casse les gens au bord de la voie. Ben, je suis d'accord, hein, légaliste par ailleurs, mais qui
cassent les uns et laissent les autres, qui, même après avoir cassé les uns, est allé installer une station sur la place publique, en tout cas a autorisé l'installation d'une station sur la place publique, juste à côté du camp Guézo. Alors, mais dans quel type de démocratie? Nous ne sommes pas dans un libéralisme. Ce n'est pas le libéralisme, c'est un régime autocratique. Or, dans l'expression de la démocratie, qui est notre système politique choisi depuis 1991, il faut regarder, surzumer d'une attention d'orfèvre et distinguer entre deux tendances. D'abord, la tendance du pouvoir sublime, qui est la recherche de l'idéal dans la démocratie, dans la gestion, et la tendance du pouvoir horrible. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez la posture des acteurs politiques, lorsque vous voyez la volonté de confiscation du pouvoir, de l'autoritarisme, vous voyez qu'on descend du pouvoir tel que perçu par, enfin, chez les Allemands, on parle du Verschaft, le Verschaft, c'est-à-dire le pouvoir en tant qu'il est perçu comme le moyen de servir, de se rendre utile, et le pouvoir en tant qu'il est perçu comme le Macht, c'est-à-dire la possibilité de servir l'autorité. En français, parce que pour le dire et pour finir, en français, il y a deux mots qui sont très à propos pour le dire, pour illustrer la situation. C'est le mot « acquet ». Le mot « acquet ». Quand vous dites « acquet », oui, quand vous dites « acquet », vous pouvez vouloir dire le pouvoir. Oui. Mais quand vous dites « acquet », vous pouvez aussi vouloir dire le péché. Et pour reconstruire ça, il y a deux notions qui se construisent sur cela, le acquet pipa et le acquet biba. C'est-à-dire, d'une part, acquet pipa, c'est-à-dire la capacité, le pouvoir de servir, la capacité de servir, le acquet biba, la possibilité de sévir. Et nous ne sommes plus donc dans le pouvoir qui sert, nous sommes dans la capacité de sévir, de détruire. Et cela est si bien résumé par l'un des ministres de la République, pas n'importe lequel, le ministre Garde des Sceaux, dirigé avec ruse et avec rage. Oui, ce sont des faits qui ne sont pas isolés, certes, mais quand on fait l'apologie de ces faits, est-ce suffisant pour dire qu'il y a vraiment une volonté de confiscation du pouvoir? Le président Talon, lors de son serment, a signifié, entre autres, je cite, « Je m'attellerai à assurer et préserver la liberté de la presse, ainsi que l'accès équitable de tous aux organes publics de presse. » Lorsque vous observez aujourd'hui, est-ce que les organes ne sont pas suffisamment libres de mener, et comme ils entendent, leur mission? Bon, je me redis, peut-être que c'est l'âge qui fait ça. J'ai beaucoup d'amis comme ministre. Marie-Odile Atanasso, c'est une collègue de longue que je connais depuis 1989, avec qui j'ai travaillé. C'est une amie que je peux voir. Ça peut être tort. Djabouédou aussi, c'est un collègue, un brillant, un jeune brillant. Vous voyez, c'est ça qui est l'Afrique. C'est ce qu'un Suédois, un politologue suédois appelle la politique d'affection. Et donc, quand vous avez tout ça, il vous est difficile de jeter la pierre aux gens. C'est pas Talon. Non, juste apprécier. C'est pas Talon. Les seul homme ne fait pas le printemps, celui qui ne fait pas le printemps. Il fait ce qu'il croit être le bon pour le pays. Mais il y a, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à l'écrivain Kessou, il y a les autres grédins. J'ai appelé ce nom, excusez-moi. Il y a Talon, j'ai dit à mon ami Tomiti, qui écrit chaque jour sur Facebook. Il écrit chaque jour, il dit, mais ou alors nous, lui qui est le porte-parole de la nouvelle conscience. Mais oui, mais il est quand même le conseiller privilégié. Vous avez l'impression, quand vous suivez, que le chef, en dépit de sa volonté, se trouve comme dans un engrenage. Les forces d'inertie. Je n'ai jamais dirigé, peut-être que... Force d'inertie. Les forces d'inertie en Afrique, d'inertie socio-anthropologique, qui tirent par le bas. Vous en voyez? Mais non, c'est pas le président qui fait ce qu'il fait là. C'est pas le président qui coupe le BBC, comme c'est pas le président qui donne 167 milliards. C'est pas le président. C'est des gens qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que c'est les mauvais vizirs. Et avec le bon sultan. Il a toujours... Après 50 ans et plus d'indépendance, ben oui. L'Afrique en est encore à ça. Bon, vous voyez, c'est ce que j'ai plus âgé que vous ici, dans ce plateau. Oui. Moi, j'ai connu Maga. Personne n'est aussi bon que Maga. Personne n'est aussi bon que lui. J'ai un bon souvenir de Maga. C'est un président bon, généreux, qui nous donnait des repas de gala tout le temps. Mais Maga est tombé à 63. J'étais parmi ceux qui ont fait ma. Pour dire, bon, vous savez, ces manifestations terribles.
pour dire Maca est très mauvais, Maca de tout. Mais vous savez qu'il était bon et pourtant vous avez fait ça. Oui, savez bon, c'est la foule, la Cotonou, le Mans. Vous voyez? Comment un homme qui était bon, objectivement bon, est devenu mauvais tout de suite. C'est les trucs de pouvoir, il faut les Machiavel. Et Aromanegou est venu, lui je ne l'aime pas beaucoup, ça j'avoue. Mais Aromanegou est venu, il a dit 25%. J'enlève 25%. La latin. Parce qu'il dit, on ne peut pas rester comme ça, à tendre les mains aux colons. Mais il est nationaliste. Après ça, on a eu des errements jusqu'à la Révolution. La Révolution, quand même, c'est une page glorieuse, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Il fait beaucoup de choses. Mais là, il échoué. Daniel Monsouye, voulez-vous dire que le Bénin est en train de vivre encore les premières heures de sa révolution? Pas le Bénin, l'Afrique. Ou de son indépendance? Pas l'Afrique. Je ne dis pas le Bénin, moi. Le Bénin est trop petit pour moi, excusez-moi. Hein. Le Bénin, dans mes analyses, je ne parle pas jamais de Bénin. C'est l'Afrique. Nous parlons de France CFA, c'est l'Afrique, au moins francophone. Nous parlons de France CFA et on se colle la tête parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. S'il faut sortir de la zone franc ou pas. C'est l'Afrique, on n'arrive pas. Vous voulez avancer comme ça? Vous voulez avancer avec le franc qui est battu ailleurs que dans votre pays? Vous n'avancerez jamais. Alors, les déboires d'un pouvoir n'émanent pas ou ne dépendent pas de la seule volonté du chef. Non. Le leadership seul ne suffit pas. Ou alors il va être dictateur, comme a dit mon cher ami Constantin. On va le voir dictatorial alors. Ce qu'on ne souhaite pas. Mais les directives ne viennent-elles pas du premier magistrat? Sur la Révolution, on disait que la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. S'il y a un régime qui est très, comment dirais-je, très démocratique, très décentralisé, oui. C'est bien le régime décentralisé et centralisé, c'est bien le régime révolutionnaire. Pourtant, on dit qu'ils ont reconnu leur impuissance. Quand la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. Alors, qui trace la ligne juste? Bon, la ligne juste, c'est le chef politique, c'est le parti politique. C'est la ligne des partis politiques. Dans un contexte où vous dites qu'il n'y a pratiquement pas de chef politique, dans le cas d'espèce, pour parler actuel, la ligne juste doit être tracée par qui? C'est même pas le chef. Il y a notre fameux PAG. Je vois les gens qui manifestent pour le PAG. Ce qui est pour moi intellectuel une aberration. On ne manifeste pas pour un projet, on manifeste pour les actions qui sortent de ce projet. On ne manifeste pas pour un projet. Le projet, c'est quand on s'en tient à ce cas, par exemple, oui? Le chef voit sans voir ou il voit mais est conditionné? Qu'est-ce que vous avez dit? Le chef d'État, est-ce qu'il voit sans voir ou il voit tout en étant conditionné, sans en avoir la possibilité de décider? C'est une équipe qui est au pouvoir. Mais il reste seul, juge devant les actes. Vous voyez les histoires de tous les rois, tous les empereurs, ils sont seuls. Vous voyez toutes les histoires dramatiques, hein? Il a eu l'histoire, même Louis XIV, qui est le grand roi, était seul. Vous voyez De Gaulle, comment De Gaulle était un grand président de la République française. Vous voyez comment il a dit? La bourgeoisie m'a trahi. Vous voyez comment il est parti? La bourgeoisie m'a trahi. Mais rarement les hommes de poing se font trahir. Non, c'est ce que l'histoire du monde révèle. Hitler n'a pas réussi. Il paraît qu'il a été, lui, un peu trop suffisant. Bon, voyez-vous, Hitler est le mauvais exemple. Il a été vraiment autocratique alors cette fois-ci. Un parti unique a été vraiment un seul chef, un seul peuple. Ça le fascisme, le nazisme. Mais Dieu nous en préserve. On n'arriverait pas là. D'abord, c'est contre notre culture. On n'arrivera pas là. Mais s'il n'y a pas le fascisme, le chef, bon, il fait ce qu'il peut. C'est introspection. Mais le socio-anthropologue reste au-delà de tout aussi citoyen, n'est-ce pas? Oui. Citoyen béninois, vit le quotidien de chaque béninois. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez, en phase, bien entendu, avec l'engagement du chef à faire de la presse une presse plus libre, plus indépendante? Quel est le regard que vous portez? Indépendante. Bon, il y a des trucs que je ne comprends pas. Comme quoi? Je suis modeste. Comment se fait-il que je ne vous vois plus, vous, par exemple, je ne vous vois plus chaque jour? Ça m'a étonné. Et personne ne m'a donné une explication convaincante. Je ne vois plus, mais c'est KTV quand même. Chaque matin, je vois. Est-ce que vous appréciez la presse dans son ensemble? Oui. C'est un cas isolé. Quand vous appréciez la presse dans son ensemble, vous en dites quoi? Bon, vous savez, je vous ai dit qu'il faut être un analyste politique. Surtout à mon âge, je forme des doctorats maintenant. Oui. J'ai des docteurs. C'est l'expérience. Le docteur veut dire doctus, c'est un sachant. Il fait attention, il est sage. Il faut faire des hypothèses.
nous devons en Afrique hein, Oui. Bénin en Afrique, faire des hypothèses, faire des analyses objectives pour avancer. Pas faire la politicaillerie, les épidermismes. Non, ça n'en faisera pas. N'affirmez pas que la presse fait de la politicaillerie, non? Non, la politique, non. Bon, vous savez, on a les moyens du bord. On n'a pas la télévision que les Français ont. Quand ils voient notre télévision, je ne vois jamais un documentaire historique ou... On n'en voit pas. Je suis à France 2, très souvent, parce qu'on n'a pas les moyens. On a presque les journaux qui font des tracts comme première page. Bon, c'est leur développement. Qui lit les journaux après d'écouter les titres? Qui achète les journaux ici? Vous voyez? Donc, bon. Mais, s'il écrit n'importe quoi, à tout moment, on va le sanctionner. Donc, vous voyez le danger. Faire appliquer la loi dans toute sa rigueur donne une mauvaise image du chef. Et c'est ce qui attend le Patrice Talon. Bien que ce ne soit pas lui. Bien que ce ne soit pas lui. La question, elle est là, oui, Constantin Amonsou, oui. La question de la liberté qui tient vraiment à cœur au chef et il a martelé, œuvré pour la protection de la presse dans son entièreté et ouvrir l'accès public à tous sans distinction aucune. Quand vous jetez un regard sur le travail fait dans ce sens, quelle est l'appréciation que l'analyste politique fait? D'abord, la liberté de la presse n'est que l'une des formes d'expression de la liberté. Et globalement, le régime de la démocratie, parce qu'il se fonde sur l'état de droit, doit travailler à protéger la liberté pour toutes les catégories sociales. Particulièrement pour la presse, parce qu'elle est un média. Et parce qu'elle est un média, elle est l'instrument par lequel les autres acteurs de la société peuvent s'exprimer et donc laisser avoir leur état d'âme et leur état d'esprit sur la gouvernance. C'est pour cela que c'est particulièrement important. Or, si l'on a eu le sentiment au premier mois, aux premières semaines, que un sentiment de retour à l'état de droit s'est exprimé dans notre pays de façon générale et en particulier sur les médias publics, où on pouvait avoir, l'opposition pouvait avoir voix de chapitre, très rapidement, les émissions qui donnaient le sentiment de s'en ouvrir ont rapidement subi, on a pu voir sur la télévision nationale, des sortes de recadage avec l'éviction de personnes dont la posture semblait déranger le régime. Et mieux que ça, de plus en plus, on empêche les débats contradictoires sur la télévision nationale. Récemment, monsieur Claude Diankaki était invité sur la télévision nationale dans le cadre d'un débat sur la légalité ou non de la supposée révocation de Léadi Soglo. Il était déjà en chemin quand on l'a rappelé pour lui dire qu'il était persona non grata sur la télévision nationale. Et donc, ce sont des faits qu'on peut apprécier objectivement. Ensuite, on a vu qu'à un moment donné, la RAC, dont le rôle aurait dû être d'être le protecteur, la protectrice de la liberté de presse, s'est fait forte de fermer des organes de presse sans aucune autre forme de procédure. Et quand bien même elle a été désavouée par la justice, des subterfuges ont été trouvés pour empêcher que la plupart de ces organes, ou quelques-uns de ces organes, ne rentrent dans l'expression de leur liberté. Et donc, on peut dire que sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, le chef de l'État est resté bien loin de la profession de foi qu'il a faite. Et quand on finit de faire ça, il faut s'interroger pour demander, mais pourquoi cela se fait ainsi? Et pourquoi? Et c'est comme cela qu'il faut remarquer, qu'il faut lire et qu'il faut finir par décrypter, comprendre le fonctionnement du régime de Patrice Talon. Le régime de Patrice Talon fonctionne exactement en ayant comme élément de référence le livre de Machiavel, Le Prince. Or, il dit, le Prince, que pour bien gouverner, le chef doit savoir simuler et dissimuler. Il doit savoir simuler ce qu'il ne veut pas et dissimuler ce qu'il veut. Ainsi, alors même que sa volonté serait de réduire en néant les libertés, son discours devrait être de dire « je veux rétablir les libertés ». De sorte que par une série d'actes qui sont posés, dont l'évangile officiellement est exprimé,
est de porter à la protection des citoyens, à l'édification de l'état de droit, à l'enracinement de la démocratie, à la lutte contre la politique de l'argent. Tous les actes qui sont posés quotidiennement vont à l'encontre de ces professions de foi. Donc c'est la politique de la simulation et de la dissimulation. Et cela s'est vu très clairement dans le projet de loi de révision de la Constitution. Parce qu'alors même que le chef de l'État a dit, a martelé, a répété, et qu'avec lui, ses ministres principaux, notamment celui en charge des réformes politiques et institutionnelles, a répété avec lui que la révision de la Constitution se ferait dans un cheminement de large consultation populaire. Nous n'avons rien vu pendant longtemps. Puis un jour où un de ces ministres est passé à la télévision pour dire que le mois qui suivait serait le mois de la révision de la Constitution. Il a dit par ailleurs qu'ils avaient déjà fait des consultations clandestines. Il a dit par ailleurs qu'aucun moment on ne passerait pas par le référendum. Et même si on sait que selon le droit positif béninois, le référendum ne sera nécessaire que parce qu'à l'Assemblée nationale, on n'aura pas atteint un certain quorum, on a vu que tout aura été mis tout de même en œuvre par le chef de l'État et par son gouvernement de la nation. Pour empêcher que l'on ne doive passer à l'étape du référendum. Comme et donc Constantin une confiscation du pouvoir constituant originaire par des délégataires de ce pouvoir, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est grave. C'est grave. En tout cas, le chef, là-dessus, il s'agit d'une nation et décider de l'orientation à donner, de l'orientation collective, suppose aussi l'adhésion commune. Mais à l'entame, l'homme avait déclaré « De la nation, je garderai toujours présent à l'esprit la conviction qu'elle est une et indivisible, étant persuadé que notre pays, je cite toujours là, Patrice Talon, ne sera fort que lorsqu'il reste uni. » Denis Amoussouyeye. Bon. Plus que 3 minutes. Hein. Et 3 minutes, malheureusement, le temps passe vite. Vite. Et c'est un sujet intéressant. Notre classe politique est faible. Bon, l'unité de la nation. Non, l'unité de la nation, c'est un mythe. Un mythe. C'est un mythe. L'unité de la nation, c'est un mythe. Nous sommes combien d'ethnies? On n'est pas unis. Vous voyez, les partis politiques sont ancrés dans des régions ethniques. Ethniquement bien. L'unité de la nation, c'est des mythes, ça. C'est des mythes bons. C'est bon dans les discours. Mais la réalité sociopolitique, c'est que nous avons une classe politique faible. Que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. L'opposition, n'en parlons plus. Ceux qui soutiennent là, vous voyez ceux qui soutenaient le président de Haïboli, le jour et le lendemain, ils sont tous contre. Ils ne soutenaient rien. Denis Amoussouyeye, je vais vous demander alors d'aller à la conclusion pour l'émission déjà. Bon. Le serment présidentiel. Il faut réfléchir. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup d'opportunistes qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Et on n'avancera pas. Ils n'ont pas dit sur Yaïboli pendant 10 ans. Ils n'ont pas dit sur Soglo. Sous Kérékou, ils n'ont pas dit. Et encore, malheureusement, tout le monde va à la mouvance. Personne n'est opposant. Oui, moi, je ne suis pas opposant. Dites rapidement, par rapport à la question, la grosse interrogation, le serment présidentiel reste-t-il juste un laïus ou un engagement républicain? Non, bon, vous savez, il a dit, il faut pas je suis quand même aussi littéraire. Hein. Oui. J'ai vu Bambankou, là, c'est comme la religion. Hein. Comment je vais dire, des épopées. Les peuples aussi aiment ça, une mythologie qui mobilise, comme dit Ernest Renan, la nation, le patriotisme. Mais on n'est plus là. Oui. Les États maintenant sont des États modernes. Il faut maîtriser la raison, le rationnel. Alors, pour conclure, vous dites? Il faut réfléchir. Comme dit les Yoruba, il faut réfléchir, analyser et ne pas dire... si on est opposant dans un parti. Ça, c'est sûr. Pour le moment, j'ai des problèmes avec mon parti. C'est pas... Bon, ça, c'est entre nous. Je ne sais pas où il est. Mon parti, il est dans la mouvance ou de l'opposition. Donc, il faut réfléchir à bâtir une nation plus forte. Au sein de son parti politique, et sur sa ligne, contribuer à ce que ce parti ait une ligne politique idéologique claire et agir dans ce sens. La chose politique donc pour aider la nation à se bâtir. Merci à vous, Denis Amoussouyeye. Constantin Amoussou, qu'avez-vous à dire pour votre mot de la fin? Oui, j'ai pas beaucoup insisté sur la question des partis politiques à l'opposé du professeur Denis Amoussouyeye. Je voudrais saisir ma dernière prise de parole pour venir à ça et pour faire le constat que s'il est vrai que
l'animation de la vie publique est d'abord l'apanage principal des partis politiques, il reste que de plus en plus, ici et ailleurs, les partis politiques ont fait la preuve de leurs limites. De sorte que les mouvements sont en train de leur raver la vedette. Nous avions vu en France En Marche, nous voyons au Bénin, nous avions vu des mouvements, comment on peut appeler, des mouvements citoyens un peu partout dans les capitales européennes, etc. Et donc, pour dire finalement que c'est vrai qu'il y a un problème avec les partis politiques, mais c'est aussi vrai que le citoyen a le devoir de s'éveiller et de prendre sa part de responsabilité dans la façon dont il est gouverné. Merci à vous, Constantin Amoussou, Denis Amoussou Yeye. Le citoyen doit s'éveiller, comme le dirait l'autre, à allumer son cerveau pour savoir qu'il s'agit de lui, et ensuite la nation dans l'unité. 100% Bénin, mesdames, messieurs, ce sera tout pour le numéro du jour. Cette citation de l'écrivain congolais, professeur de lettres Alain Mabanko, avant de prendre congé de vous. Si la sagesse se mesurait par la longueur de la barbe, les boucs seraient les philosophes. Mesdames, messieurs, merci pour la fidélité à nos programmes. À demain.